script là, il faudrait qu'on avance un peu. Voilà, donc, suivez bien. Bon, ferme normalement la porte là. Mets peut-être une chaise. Ok, c'est bon. Maintenant, suivez bien. Comme on avait appris ça, on avait appris en algo, ce qu'on appelle les tableaux, et que ce que vous avez aussi appris en AMC, en algo, lorsqu'on met en place un tableau est censé être quelque chose comme ça, qui a un nom, qui peut avoir des données, et que chaque cellule a ce qu'on appelle un numéro. En algo, c'est 1, 2, 3. Alors en AMC, si vous avez un tableau comme ça, 10, 2, 30, qui s'appelle D, les numéros de cellules ne seront pas exactement comme ça. On a la première cellule qui sera numérotée par quel numéro? 0, 1, 2. Voilà. C'est bon jusque-là? Donc, suivez bien. Maintenant, il faut savoir que tout ce que nous on faisait ça, comme ça, là, c'est en algo. Mais ce que vous apprenez en C dans tous les langages de programmation, en général, c'est comme ça que les tableaux vont fonctionner. Les tableaux dans les langages de programmation, c'est-à-dire les langages que vous allez utiliser sur une machine, les tableaux auront comme première cellule qui seront numérotées par le numéro 0. Comme ce que vous avez appris en langage C, c'est la même chose en JavaScript. Maintenant, comment concrètement on met en place un tableau? Alors ici, on est au tableau. Regardez bien, pour créer un tableau, par exemple, je crée une variable comme ça, let v. Ce que je peux faire, c'est de lui donner ce qu'on appelle crochet vide. Et puis après, je peux ajouter des données dans ce tableau-là. Mais aussi, je peux créer un tableau comme ça, let k, en fournissant des informations qu'on appelle des valeurs initiales. Et donc, pour le moment, si ici j'affiche v, v est un tableau qui est vide. Tandis que k est un tableau qui a combien d'éléments? Qui a 3 éléments. Maintenant, il faut savoir que ces 3 éléments-là sont classés de cette manière. Il y a 3, il y a 1 et il y a 4. Et comme c'est un tableau, pour accéder à cette valeur, il faut savoir que d'abord cette valeur se trouve dans une cellule du tableau. Et cette cellule sera numérotée par le numéro qui se trouve en bas là. Et la valeur-ci sera numérotée, ou du moins la cellule sera numérotée comme ça. Et cette valeur sera dans une cellule qui aura ce numéro. En sorte que si je veux accéder à 3, je dois passer par le nom du tableau, crochet le numéro de cellule, par exemple 0 pour accéder à cette valeur, et le nom de cette variable, crochet 2 pour accéder à cette valeur. C'est bon, on va faire d'abord un petit test. Je vais faire un petit console log, console.log de k. Je vais d'abord afficher le tableau. Ici, la page HTML, elle est là. Je vais compiler. Voilà, run. Bon, le samedi, là, moi, j'avais mal à la tête, hein, raison pour laquelle on n'a pas fait cours. J'avais très mal à la tête avec le changement climatique, là. Mais ce samedi, on fera cours. Le vendredi, vous avez fait cours avec le prof? Hein? D'accord. Voilà, donc ici, je vais aller sur console. Voilà, donc je vais faire clic droit, inspecter. Je vais aller sur la console pour voir qu'est-ce que lui, il nous affiche. Bon là, pour le moment, sans doute, il nous affiche un array de 3 éléments. Et puis ici, on peut voir les éléments qui se trouvent là. Mais non, comme je l'ai dit, ici, ce que vous voyez là, j'ai juste affiché le tableau dans la globalité. C'est-à-dire que j'ai fait K. Maintenant, comment est-ce que je peux faire si je vais afficher juste la valeur 4? Je vais dire quoi? Là, si je fais K, j'affiche juste K, il affiche le tableau en général avec toutes les informations que vous pouvez le voir.
Maintenant, je veux juste afficher la valeur 4. Comment est-ce que je vais faire selon vous? Je vais mettre console log, K, crochet, et je vais dire 2. On est bien d'accord? 2 qui se trouve être cette position. Pourquoi? Parce que la position du premier c'est 0, deuxième c'est 1, troisième c'est 2. On est bien d'accord? Si je fais ça, je viens ici, j'actualise. Vous voyez que là, après avoir affiché le tableau, ce qu'il affiche ici, c'est bien 4, la valeur. Bon, pour être un peu plus sûr, je peux ajouter un petit peu d'éléments en faisant ça. Backtick, comme ça, la valeur est $, et je mets ça. J'actualise. Et donc, on voit bien que le 4 là, c'est bien ce qui se trouve à la position 2 du tableau. Maintenant, comment je peux faire pour afficher la valeur 3 qui se trouve dans le tableau? La valeur 3 qui se trouve dans le tableau, je fais comment pour y accéder? Console.log. Alors, ici, je vais mettre la valeur est... Voilà, je fais console log, oui. Pour accéder à cette valeur 3, K crochet de 0, pour dire le premier élément. Ça, c'est très important à savoir, du moins. Ici, donc, ici, on a 4 derniers éléments. Ici, on a 3. Et c'est très important. Maintenant, disons que là, on a ce tableau-là. Il n'y a pas de souci. On a ce tableau vide. Maintenant, disons, comment est-ce que je peux faire pour ajouter un élément ici? Pour savoir, là, ici, il faut y comprendre qu'il n'y a que 3 éléments. Ce qui dit quoi? Le dernier index, c'est bien le numéro 2. Si je dois ajouter du moins la valeur, par exemple, 100 dans la cellule suivante, comment je fais pour ajouter un élément sur le tableau? Selon vous, comment est-ce que je peux faire pour ajouter un élément sur K? Mais l'élément normalement doit être ajouté où d'abord? Je ne vais pas modifier les cellules existentielles, c'est-à-dire que cette cellule, je dois garder 3, cette cellule, je dois garder 1, cette cellule, je dois garder 4. Mais je vais ajouter un nouveau élément dans le tableau. Normalement, ici, qu'est-ce que je devrais dire pour ajouter un nouveau élément? Si je dois ajouter un nouveau élément, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire K plus. Je vais ajouter dans le tableau. Je commence à K plus. K plus, ça veut dire quoi? Non, pas K plus. Je vais ajouter dans le tableau. Oui, tu dis? On va dire pas dollar. On va dire K égale. Attention. Attention. Il faut savoir que pour un tableau, ça va être différent de ce qu'on appelle une simple variable. C'est bon? On l'ajoute dans une cellule d'un tableau. Lorsqu'on ajoute ici, c'est parce que je suis en train de créer le tableau. Il n'y a pas de souci, je peux mettre ça comme ça. On est d'accord? Mais après avoir créé le tableau, quand je vais ajouter, je dois ajouter un élément dans le tableau. Mais je ne peux pas dire K reçoit. K peut recevoir qu'un tableau. Regarde bien, K c'est un tableau. Si je dis K reçoit, ce que je peux lui donner c'est un tableau. Mais là, ce n'est pas ce que je veux. Je vais ajouter juste 100 sur les éléments du K. On est bien d'accord? Je vais ajouter une nouvelle information. Donc, normalement l'information doit être ajoutée où? À la cellule numéro 3. Qu'est-ce que je peux penser déjà ici? Normalement, qu'est-ce que je peux penser? On va dire... Bon, on peut penser d'abord à ça. On peut penser d'abord à K3 est égal. On va faire après console.log pour voir est-ce que ce qu'on a dit là, est-ce que ça marche. Et puis après, on va essayer de voir la bonne pratique. Sur console.log, la valeur 100. Bon, ici, si j'affiche K, on va essayer de voir un peu. Et puis je reviens, j'explique. Je prends aussi en même temps les remarques. Pose d'abord ta question, je reviendrai aussi dessus. Tu veux dire? Il n'y a pas de quatrième code. Quatrième colonne. Comme par exemple, ici, on a 0, 1, 2. Est-ce qu'il n'y aurait pas une quatrième colonne? Il n'y a pas 3. Bon, ok, on va essayer de voir. On va essayer de comprendre. Voyons voir ce qui va se passer ici. Si j'actualise là, qu'est-ce que vous voyez là? 3, 1, 4. Et ce que vous voyez là, c'est 100.
Suivez bien, suivez très bien. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de ne pas changer les choses qui se trouvent là déjà dans le tableau. On a un élément qui se trouve à la position 0 déjà. C'est ça le premier élément. On a ensuite un élément 1 qui se trouve à la position 1 et on a une information 4 qui se trouve à la position 2. Et naturellement, si on doit ajouter une information, il faut savoir que la dernière position, c'est le numéro 2. Donc, la nouvelle information qui doit être ajoutée, c'est forcément à la position 3. On est bien d'accord? Forcément à la position 3. Et comme ce que j'étais en train de dire, l'histoire, c'est d'ajouter 100 juste sur le tableau. Et donc, si on doit ajouter 100, on ne va pas dire carré soit, non. On ajoute un élément par élément. Lorsqu'on remplit le tableau, on dit par exemple, on fait une boucle qui parcourt de 1 jusqu'au nombre d'éléments et on dit le nom du tableau crochet cellule. Il faut bien écouter. Ajouter un élément dans un tableau, c'est le nom du tableau crochet, le numéro de cellule. C'est comme ça qu'on fait pour ajouter des éléments. On est bien d'accord? Lors de la création du tableau, je peux lui donner, en tout cas en JavaScript, on va faire comme ça pour pouvoir initialiser le tableau. On peut initialiser le tableau par, genre, dit un tableau vide, ou bien pour lui donner des valeurs. Mais une fois qu'on a fait ça, chaque fois qu'on voudrait ajouter un élément, il faut forcément passer par le nom du tableau crochet et puis une position. Ou bien, on va voir aussi une autre information, une autre manière qui permet d'ajouter un élément directement à la fin du tableau. Où on va dire que voilà, tableau.push pour ajouter un nouveau élément. Mais ici, comme on connaît déjà le nombre d'éléments qui se trouvaient dans le tableau, si on devait ajouter 100, on connaît la dernière position et donc c'est comme ça qu'on va ajouter 100. Maintenant, je reviens maintenant à la question de carré. En fait, la quatrième colonne que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que moi, je pouvais faire ça. Car ici, je mets 100. On est bien d'accord? Mais là, ça veut dire que c'est lors de la création de la variable. Mais après avoir créé la variable, si je ne veux pas ajouter la valeur, comment on appelle ça là, sur cette même ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que si je dois ajouter une nouvelle information, je dois déterminer la dernière position. C'est-à-dire le dernier élément du tableau là se trouve à quelle position. Et cet élément se trouve à la position 2. Ce qui veut dire que si je dois ajouter une nouvelle information, ça doit se trouver à la position 2 plus 1, c'est-à-dire le numéro 3. Pourquoi? Parce que les numéros des cellules sont consécutifs. C'est vraiment la raison pour laquelle ici on peut ajouter 3. Et ce qui fait que là, on voit ce qu'on appelle, ici, on voit ici ce qu'on appelle 3, 1, 4, 100. Maintenant, si on peut ajouter encore d'autres éléments. On peut ajouter d'autres éléments. Par exemple, si je vais ajouter deux autres éléments, qu'est-ce que je dois faire? Si je vais ajouter par exemple deux autres éléments, je vais ajouter 80 et ensuite je vais ajouter par exemple 79. Comment je vais faire pour ajouter ces deux éléments? K de 4. Bon, supposons que je fais K de 5 est égal, comme ça, 80, et je fais K de 4, K de 4 est égal à 79. Maintenant, si j'affiche K, pardon, 79 serait à la position numéro combien? À la position numéro 4, on est bien d'accord, et puis 80 serait à la position numéro 5. Bon, je vais venir ici, je vais actualiser. Maintenant, si on veut voir vraiment les numéros, je vais déplier tout simplement ce tableau. Regardez bien, tous les éléments du tableau sont là, et ce qui se trouve à gauche là, ce sont les numéros des cellules. Ici, par exemple, 0, ça nous donne la valeur 3. La dernière position, la position 5, c'est la valeur 80. Mais ce qui est bien, c'est qu'en JavaScript, vous voyez le petit truc là, ça là, qui s'appelle l'inf là, ça permet de donner le nombre d'éléments d'un tableau. Donc sur un objet tableau, on pourra utiliser l'inf pour savoir si le tableau a combien d'éléments. Ça permet peut-être de savoir si on doit ajouter un élément, l'élément doit être ajouté à la position numéro combien. Mais le principe d'un tableau, c'est simple. Lorsqu'on crée un tableau, après, pour ajouter un élément dans le tableau, il faut passer par le nom du tableau, crochet le numéro de cellule. Ou bien, en JavaScript, on a une autre manière de pouvoir faire les choses. C'est-à-dire que, après avoir fait ça, je peux faire K point et je mets par exemple push comme ça. Et si je vais ajouter 100, je fais comme ça pour ajouter un élément à chaque fois. Mais comment? À la fin du tableau. À chaque fois. Donc, si je n'ai pas besoin forcément de savoir les positions, ou bien les positions me semblent un peu plus compliquées, qu'est-ce que je fais? Pour ajouter un nouveau élément dans le tableau, je fais le nom du tableau, point push. Si je dois ajouter 79, je fais K, point push, et je mets par exemple 79. Si je dois ajouter 80, je mets K,
point push comme ça et je mets 80. Si je fais ici console point log, ce qui se passe c'est que on verra que K sera exactement comme tout à l'heure. Si j'actualise, vous voyez que le tableau a exactement ces éléments-là. Mais c'est un tableau. Donc, si je veux, je peux ajouter avec push. Sinon, je peux passer par, comme je l'ai dit, les tableaux. Comment on manipule? On passe par le nom du tableau, cocher la position pour accéder. Oui. Hmm? Genre, si on mettait par exemple push 80 et puis on met virgule et qu'on met par exemple 110. Comme ça. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Si je fais ça comme ça, qu'est-ce que tu remarques? Là, tu vois le 80, après il y a le 110. Si je déplie, tu vois qu'il y a une nouvelle position, numéro 6. C'est-à-dire que quand on fait push là, on peut pusher les éléments one by one, tout comme on peut pusher une liste d'éléments en même temps. On est bien d'accord? Maintenant, si je mets virgule, il sera que ce sont des valeurs qui sont distinctes. Maintenant, si je mets point, ça veut dire que c'est un chiffre à virgule. Parce qu'en langage, c'est tout comme en JavaScript, une valeur entière, ou bon, du moins un nombre point pour dire un nombre décimal. Mais nombre virgule, ce n'est pas un nombre décimal. C'est bon? Donc ici, on peut envoyer deux éléments en même temps. En fait, si on veut parler de ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que j'aurais pu faire comme ça, 100,79, et ici, j'aurais pu me passer de ces deux lignes-là en envoyant les trois informations comme ça. Tu vois? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on ajoute des éléments dans le tableau, souvent on n'ajoute pas plusieurs éléments. Par exemple, si on veut remplir le tableau, on ajoute one, 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 one. On est bien d'accord? Mais il faut comprendre qu'on pouvait faire aussi comme ça. C'est bon? Mais quand on fait push, il faut savoir que push permet de pouvoir ajouter à chaque fois à la fin du tableau. Chaque fois à la fin du tableau. Maintenant, ok, si c'est bien, maintenant dites-moi maintenant, si je veux afficher ce tableau-là, si je veux afficher ce tableau, je vais effacer. Si je vais afficher les éléments du tableau-là, si je vais afficher les éléments du tableau, j'ai un tableau qui se trouve être ce que vous voyez, et je veux afficher le tableau. Bon, pas cette fois-ci d'afficher console.log. Je vais afficher les contenus du tableau. Parce que vous remarquez bien, si je fais console.log de K, ce qu'on voit, c'est qu'il affiche quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne vont pas forcément comprendre. Regardez bien, il affiche quelque chose comme ça. Heureux. Or, moi, si on dit afficher le tableau, en réalité, c'est qu'on veut afficher 3, 1, 4 seulement. C'est bon? Donc, dites-moi comment est-ce que je peux faire pour pouvoir afficher les données du tableau. Comment est-ce qu'on fait pour afficher les données d'un tableau? D'habitude, mais on a le droit de faire comment pour afficher les données d'un tableau. Une fois que vous remplissez le tableau, vous faites comment pour afficher le tableau? Vous faites comment? Vous faites comment? Ou bien en algo. On dit afficher. T de I, c'est quoi? Attention, attention. C'est pas que ce que vous dites est faux, mais ce que vous dites n'est pas encore vrai. Parce qu'il y a des choses qui manquent. Afficher T de I. Mais il y a des choses qui viennent d'abord avant de dire afficher T de I. Et ça, il faut bien comprendre ça. Pour afficher un tableau, qu'est-ce qu'on fait? Pour I, c'est quoi? Voilà, exactement. Lorsqu'on parle de tableau, manipuler un tableau, c'est parcourir les éléments du tableau. Et parcourir les éléments du tableau, on utilise une boucle. Quand tu dis afficher T de I, I c'est un indice de parcours dans une boucle. Qui parcourt quoi? Les éléments du tableau. C'est très important. On est bien d'accord? Ici, c'est un tableau. Ça veut dire que ça a plusieurs informations. Afficher le tableau, c'est afficher les éléments du tableau. Qu'est-ce que ça dit? On va faire une boucle qui parcourt les éléments. Comme ici, on connaît le nombre d'éléments, 3, et qu'on sait que la première cellule, c'est 0, donc on va quitter de 0 jusqu'à strictement inférieur à 3, ou bien de 0 jusqu'à 2. On est bien d'accord? Maintenant, voyons voir. Si je fais ici lettre I, qui sera l'indice de parcours, comment je fais la boucle? Je fais for I qui quitte où? 0, parce qu'on est en programmation, pas en algo. Et je vais dire I inférieur à 3. On est d'accord? Si le nombre d'éléments c'est 3, on va jusqu'à strictement inférieur à 3. Et qu'est-ce que je dis? Voilà, maintenant je reviens à ce que tu disais là. Console.log K de I. On est d'accord? Et ça ne change absolument pas. Regardez bien ce qui va se passer. Cette fois-ci, si je fais console, si je fais actualiser, voici ce qui se passe. Il n'affiche pas les éléments qui étaient un peu incompréhensibles, mais là, il affiche que les données. Il n'affiche que les données. On est bien d'accord?
C'est pas compliqué, il faut prendre de l'eau. Et puis tu reviens rapidement. Alors donc, suivez bien, ici, c'est comme ça que les tableaux fonctionnent en programmation. Pour manipuler les tableaux, passez par le nom du tableau et les numéros de cellules. Mais non, concrètement, ici, qu'est-ce qui se passe? On fait une boucle qui parcourt tous les éléments du tableau. Et comme vous voyez ici, on passe par le nom du tableau, crochet, numéro de cellule pour accéder aux éléments. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, c'est parce que nous, on connaît le nombre d'éléments, on est d'accord, mais si je fais comme ça, je n'aurai plus maintenant tous les éléments qui seront affichés. Si je laisse ça comme ça, j'ajoute des éléments comme ça, et que je fais une boucle qui parcourt de 0 à 3, est-ce que je verrai tout ce qui se trouve là? Ça ne serait pas dynamique, on est d'accord? Il va m'afficher que les trois premiers éléments. Et maintenant, tout à l'heure, je vous ai affiché quelque chose ici. J'ai dit que ça donnait le nombre d'éléments. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je reviens. Si je fais juste en dessous console.log, suivez très bien, madame. On va mourir de chaleur ici. Bon, bref, suivez bien. Quand je fais console.log direct d'un tableau, il affiche comme ça, mais si je déroule, je vous ai montré un élément ici qui s'appelle l'inf. En JavaScript, le l'inf là nous donne le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Parce que pour manipuler le tableau, c'est qu'on doit manipuler le tableau en parcourant l'ensemble de ces éléments. Ça veut dire qu'il faut connaître la taille du tableau. Ce qu'on demandait, par exemple, n, n qui représente le nombre d'éléments du tableau. Ici, voici ce qui se passe. L'inf là nous donne la taille du tableau. Maintenant, revenons maintenant ici dans ce programme-là. Si je fais ici, au lieu de console.log k, et je fais console.log k, et je fais l'inf, on va essayer de voir qu'est-ce que lui, il va nous afficher. C'est où ça? Inspecter. Inspecter. Voilà. Je suis sûr que le truc, ça marche bien. Ou bien déplace-toi un peu là. Si ça te fait du mal, tu te déplaces. Alors, attends une seconde. J'ai dit console.log de l'inf. Boy. Il y a du bruit là-bas. Voilà. Donc, pour marquer la différence entre cette information et les autres, voilà, on va dire taille 2 points. Voilà. Alors, regardez bien ce qui se passe là. On a ce tableau-là, taille 2.7. Maintenant, taille 2.7 là, c'est ce qui se trouve dans le tableau l'inf là, que je vous ai dit. Ça nous donnait le nombre d'éléments d'un tableau. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous avez un tableau, au lieu que vous allez chercher maintenant une valeur que vous allez préciser ici, il faut prendre ce qu'on appelle la taille du tableau et passer en paramètre, ou du moins et mettre ici. Cela permet de dire quoi? De dire à la boucle de parcourir l'ensemble des éléments. Comme par exemple, ici, si on fixe 3 et que l'élément, ici on a dans le tableau 7 éléments, il ne parcourra que 3 éléments. Si on met ici 7 et que plus tard on ajoute des éléments dans le tableau, il ne parcourra que les 7 premiers éléments. Il ne va pas parcourir tous les éléments. Maintenant, pour qu'à chaque fois il puisse parcourir tous les éléments, comment est-ce qu'on parcourt? Regardez bien, on parcourt de 0 jusqu'à strictement inférieur à k point le nombre d'éléments. Donc k point l'inf là, ça nous donnera le nombre d'éléments, le nombre des éléments du moins du tableau K. Donc maintenant, suivez bien, pour les tailles du tableau en JavaScript, on va passer par le l'inf pour connaître la taille. Et ce parcours-là, c'est comme ça qu'on va utiliser, même si plus tard on verra une autre boucle qui va nous permettre encore mieux de parcourir ce qu'on appelle un tableau. Maintenant ici, si je dézoome, vous pouvez voir que là, il affiche 3, 1 jusqu'à 10, parce que le 10 se trouve être le dernier élément. Mais encore mieux, je vais ajouter d'autres informations ici, par exemple, moins 10, et je vais ajouter par exemple 141. Je vais faire juste ça, et je reviens, je ne modifie rien. Si j'actualise, vous voyez que lors de l'affichage, il affiche moins 10 et 141.
sans pour autant que j'ai à modifier cette boucle. Pourquoi? Parce que quel que soit le nombre d'éléments, en fait, quand je passe par k.length, là, il me donnera exactement le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Ce qui fait que, ici, cette boucle va parcourir l'ensemble des données. Donc, pour parcourir le tableau, si vous êtes habitué à ce qu'on a l'habitude de faire en algo, vous allez faire une boucle qui parcourt de 0 jusqu'à strictement inférieur, vous écrivez le nom du tableau, .length. Et ensuite, vous pouvez manipuler le tableau comme vous le voulez. Ok, parfait. Maintenant, si vous avez compris ça, comment est-ce qu'on peut afficher maintenant que des nombres qui sont pairs du tableau? Comment est-ce qu'on a un tableau et on veut afficher que les nombres pairs du tableau? Comment ça doit se passer? Je vais afficher que des nombres pairs qui se trouvent dans le tableau. Alors, comment je vais faire? Alors, on va faire une boucle i qui va quitter où? Comme d'habitude, 0 en programmation. Et ensuite, on va dire quoi? I inférieur k.length. Pour nous, pour parcourir les tableaux, on va parcourir comme ça. On va écrire le nom du tableau .length. Pourquoi? Parce que le .length là nous donne le nombre d'éléments, c'est-à-dire la taille du tableau, n qu'on a l'habitude de saisir là. C'est bon? Et ensuite, on va dire quoi? I++. Maintenant là, ça veut dire qu'il va parcourir le tableau cellule par cellule. En sorte que si on passe par K crochet de I, on a accès à une information à la cellule I. Toutefois, on veut afficher que des nombres pairs. Donc, il faut poser une condition. On est d'accord? Et ce qui veut dire que dans les boucles qui parcourent les tableaux, on peut poser aussi des conditions. Maintenant, on pose la condition if pour dire quoi? K de I, mode ici c'est pourcentage de est égal à 0. Ça veut dire que le nombre est, on va essayer d'afficher le nombre, et là, le nombre c'est K de I. On va voir, ici on a des nombres pairs et on a des nombres mères. On va essayer de voir les nombres qui seront affichés. Ici, on n'a que des nombres pairs qui sont affichés. Voilà. Bon, en tout cas, les nombres impairs ne sont pas là. On a 4, on a 46, bon, 56. Ce qui n'est pas affiché, c'est 1, qui est un nombre impair. 141, ce n'est pas un nombre pair. Et donc, voici comment est-ce que les tableaux fonctionnent. Mais ce n'est pas forcément des choses qui sont très compliquées à comprendre. C'est bon? C'est à peu près la même chose qu'on fait en algo. La même chose, à part le fait que ici, le tableau, première cellule, numérotée par, première cellule du moins, numérotée par numéro 0, par numéro 1. Et au lieu de saisir la taille du tableau, ici, on passera par le nom du tableau .length pour avoir le nombre d'éléments du tableau. C'est bon, jusque-là? Bon, si c'est bon, vous allez me dire comment est-ce que je peux faire pour faire la somme des nombres impairs du tableau. Dites-moi, comment je peux faire pour faire la somme des nombres impairs du tableau et afficher la somme? On va dire quoi? Mais non, j'ai tout effacé. J'ai tout effacé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la somme de tous les nombres impairs du tableau. La somme de tous les nombres impairs du tableau. J'ai tout effacé, c'est-à-dire l'affichage, j'ai effacé. En fait, on doit le refaire plusieurs fois pour que vous compreniez comment on parcourt un tableau. C'est bon? Oui, on veut faire la somme du tableau. Oui. Moi, j'ai oublié ce qu'on a fait tout à l'heure, donc il faut dire du début. On va créer d'abord une variable somme, par exemple. Voilà. On va dire, on fait une boucle. For, oui. I commence par 0. I inférieur k.length. Et ensuite, I++. On a dit somme des nombres impairs. Alors, if k de I modulo 2, donc différent de 0, c'est que c'est un nombre. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit faire la somme. Donc, exactement. Donc, lorsqu'on doit faire la somme des valeurs, il ne faut pas oublier d'initialiser la somme par l'élément neutre de la somme des données. Voilà. Et ensuite, ici, somme plus 1. Plus 1. Plus 1. Je dis la somme des nombres impairs.
C'est K de I. 1, ce n'est pas le nombre qui est impair ici. Ici, on veut le nombre impair. C'est quoi le nombre impair? C'est ce nombre qu'on essaie de diviser par 2 là. C'est lui qui est. Ah, mais toi aussi. Il faut, en fait, même si je dis que c'est 1 là, tu devais me dire que non, ce n'est pas 1. Oui, mais après tu as accepté le 1, non? L'homme ici, ce n'est pas juste de, de changer de. Comment on appelle ça là? Oui. C'est la même chose. Ça dit que ça, moins somme plus égale K de I. C'est la même chose, ça dit la même chose quoi. C'est bon? C'est la même chose. Voilà. Maintenant ici, je peux afficher, il faut afficher à l'extérieur de la boucle, n'oubliez pas. Console.log, et là, je vais afficher la somme donne, et ici, bon, on aime bien cette syntaxe là, comme ça. Et là, je mets somme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais effacer toutes les valeurs que je ne veux pas. Je vais garder juste les 3 valeurs là. Et on va tester. Les 3 valeurs là, la somme donne combien? Euh, on a dit la somme des nombres impairs, n'est-ce pas? On a 3 et 1. Ça donne bien 4. On va essayer. Je vais ajouter 5. Donc, normalement, ça doit faire 9. Hein? Voilà. Donc, si j'actualise, la somme nous donne bien. Ça nous donne bien 9. Jusque-là, c'est bon. Vous voyez qu'en fait, en réalité, la programmation, ce n'est pas forcément quelque chose de très difficile. Karen, hein? C'est pas difficile, n'est-ce pas? La programmation. C'est bon. Boy, tu es sûr que tu es là? Hein? Tu es sûr que tu es là ou bien tu es ailleurs? Bon, c'est bon jusque-là? Maintenant, disons que si on voulait compter les nombres, bon, si on voulait afficher des nombres au premier du tableau d'abord, avant de compter un certain nombre d'informations, si on voulait chercher et afficher des nombres au premier du tableau, là, ici, on a fait la somme de tous les nombres impairs. Maintenant, je dis, voici, vous avez un tableau en JavaScript, je voudrais que vous m'affichez tous les nombres premiers du tableau. D'abord, c'est quoi un nombre premier? Comment est-ce qu'on trouve le nombre premier? Et ensuite, comment obtenir les nombres premiers qui se trouvent dans le tableau? Il faut d'abord obtenir les nombres du tableau. Et chaque élément du tableau, on doit le prendre comme un nombre et on doit chercher si c'est un nombre premier. Maintenant, concrètement, comment ça doit se passer? Avant de parler de tout ça, je vais effacer ce que vous avez vu ici. Et je vais revenir ici. Avant de parler du nombre premier qui se trouve dans le tableau, il faut d'abord que vous compreniez c'est quoi un nombre premier. Alors, supposons que nous, on a une variable ici, let nombre est égal, par exemple, je lui donne comme ça. Et moi, je dois vérifier si nombre est un nombre premier. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si nombre est premier? Algorithmiquement. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Hein? On va mettre en place un compteur de quoi? Ce compteur-là, c'est un compteur de... Non. Je dis, on a un nombre, on veut savoir si le nombre, il est premier. Voilà, exactement, c'est le nombre de diviseurs. C'est bon? On a besoin de compter les diviseurs d'un nombre pour savoir si le nombre est premier. Quand est-ce qu'il sera premier si le nombre de diviseurs vaut 2? C'est bon? Ok, maintenant, donc on a le compteur, on a le nombre. Comment savoir si c'est un nombre premier? On dit... Ne parlons pas de cas. Ici, parlons juste de ce nombre-là. On veut vérifier si ce nombre, il est premier. Oui, mais comment? Comment? On a déclaré un compteur à 0. On a le nombre. Maintenant, comment savoir si le nombre, il est premier? Non, je ne parle pas du tableau, je parle du nombre. Je parle du nombre. Je parle du nombre. On va revenir sur le tableau, ne vous inquiétez pas. CPT. Elle me dit, on a besoin de CPT pour compter les... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de dire. CPT est égal à 0, CPT est égal à 1. Pourquoi CPT est égal à 0? CPT, c'est quoi d'abord? C'est le compteur des diviseurs. C'est bon? Ça répond à ta question. Pourquoi? Pourquoi? Elle me dit,
On devrait mettre CPT est égal à 2. Parce qu'un nombre est premier si le CPT est égal à 2, ou du moins si le nombre a 2 diviseurs. Toi, tu dis quoi par rapport à cette réponse? Ce qu'elle n'a pas compris. En fait, on doit compter pour aller jusqu'à 2. C'est ce que tu n'as pas compris. C'est-à-dire que par défaut, on ne sait pas si le nombre a 2 diviseurs. On doit compter. Le compteur, c'est pour compter combien de diviseurs. On est bien d'accord? On ne va pas lui dire qu'il a 2 diviseurs. Non. Peut-être que 1, il n'a pas 2 diviseurs. 1 n'a que diviseur 1 lui-même. On est bien d'accord? Donc, on ne peut pas dire que les nombres ont forcément 2 diviseurs. En créant un compteur, on suppose que le compteur n'a pas de diviseur. Le 0 veut dire, on suppose que ça n'a pas de diviseur. Et maintenant, on va chercher les diviseurs, on va les compter. C'est bon? C'est ça la valeur 0 là. C'est-à-dire qu'on crée un compteur de diviseurs, on suppose que le nombre n'a pas de diviseur. Maintenant, on va maintenant chercher les diviseurs du nombre et les compter. Maintenant, comment? Pour chercher les diviseurs d'un nombre et les compter, on fait quoi? Non, il ne faut pas parler du tableau du nombre. On parcourt le nombre, mais on parcourt quoi du nombre? De 1 jusqu'à nombre, ça veut dire quoi? Oui, en fait, de 1 jusqu'au nombre, c'est ça que le parcours, mais ça veut dire quoi? On parcourt quoi? Les diviseurs, oui, mais de 1 jusqu'au nombre, c'est quel intervalle? L'intervalle de diviseurs possible. On est bien d'accord? On fait une boucle qui parcourt l'intervalle des diviseurs possibles d'un nombre. Si vous voulez savoir si un nombre est premier, vous devez compter les diviseurs. Maintenant, où se trouvent les diviseurs possibles d'un nombre? Se trouvent les nombres, du moins les diviseurs possibles d'un nombre, se trouvent entre 1 et le nombre lui-même. Prenons 5. Les diviseurs possibles de 5 se trouvent entre 1 et 5 lui-même. Donc, on ne parcourt pas le tableau, mais on parcourt les diviseurs possibles. Mais dans les diviseurs possibles, là, ça ne veut pas dire que tous ces nombres sont forcément diviseurs. On va compter les nombres qui sont diviseurs, et si, plus tard, on compte que 2 diviseurs dans cet intervalle, le nombre moi premier. Maintenant, donc, si nombre c'est le nombre chez nous ici, donc on va faire une boucle for i qui va quitter de 1 jusqu'à inférieur ou est égal au nombre, et puis on dit i plus plus. Là, ça va parcourir les diviseurs possibles du nombre. Maintenant, comment savoir, ou bien quand est-ce que ici une information, ou bien un nombre ici est un diviseur de ce qui se trouve dans le nombre? Genre, quand est-ce que ce qui se trouve ici dans l'intervalle, ce qui parcourt l'intervalle, c'est i. Donc, quand est-ce que i peut être diviseur du nombre? Donc, si nombre modulo i. On est bien d'accord. On n'est pas encore en train de parler de K. On reviendra sur K. Parce que K, c'est un tableau. C'est bon? Maintenant, ici, donc, on va, attention, pourcentage i est égal à 0, ça veut dire que i moins i diviseur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. CPT est égal à CPT plus 1 ou bien CPT plus plus, c'est la même chose. C'est bon? Et maintenant, on doit sortir de cette boucle. Et en sortant de cette boucle-là, ça veut dire qu'on a fini de parcourir l'intervalle de diviseurs possible. Mais que également on a compté tous ces diviseurs. C'est bon? Mais non, lorsqu'on est là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher à savoir si le compteur des diviseurs a trouvé que 2 diviseurs. C'est bon? Ça veut dire que là, le nombre, il est premier. C'est bon? Et on va dire console.log crochet $nombre est $nombre moi premier. Ok, else console.log crochet, voilà, $nombre n'est pas premier. Maintenant, testons d'abord ça. J'actualise. Vous voyez que là, 10 n'est pas un nombre premier, normalement, parce qu'il est divisible par beaucoup de diviseurs. Et là, si je change et que je mets 5, il va dire que 5 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que 5 a 2 diviseurs. Alors, suivez très bien ce que je vais dire. Ça, ce qu'on vient de faire là, c'est un algorithme qui permet de vérifier si un nombre est premier.
Pour savoir si un nombre est premier, qu'est-ce qu'on fait? On crée un compteur de diviseur qu'on initialise à 0. On fait une boucle qui parcourt de 1 jusqu'au nombre, c'est-à-dire une boucle qui parcourt les diviseurs possibles. On compte les diviseurs et on sort de cette boucle. On va évaluer le compteur de diviseurs. Si ça vaut 2, alors le nombre est premier. Maintenant, ma question était de chercher les nombres premiers du tableau. Mais non. Là, on sait maintenant comment trouver un nombre premier. Mais la question qui était posée, c'est de chercher les nombres premiers du tableau. Dans cette fois-ci, le nombre à chercher, on ne doit pas vérifier si ce nombre-là est premier. Ce n'est pas lui qu'on doit vérifier s'il est premier. On doit vérifier si les choses qui se trouvent dans les tableaux sont premiers. Donc d'abord, il faut faire quoi? Si on veut chercher si les nombres du tableau sont premiers, ça veut dire qu'il faut avoir accès au nombre du tableau. En d'autres termes, il faut parcourir le tableau. C'est bon? Et lorsqu'on parcourt le tableau, chaque élément du tableau est un nombre. Et on prend ce nombre, on doit vérifier, c'est-à-dire appliquer cet algorithme-là sur le nombre. C'est bon? Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? J'aurais besoin d'un autre indice de parcours, que ici je vais appeler J. Et là, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais faire une boucle for J d'abord, qui va parcourir le tableau à partir de la cellule 0. J inférieur à K point. Voilà. Et puis, on va faire K plus. Attention, c'est J plus plus. Donc là, cette boucle-là, ce que vous voyez, c'est une boucle qui parcourt le tableau. Si J est égal à 0, K de 0 nous donne un nombre. Genre K de J nous donne un nombre. Quand J passe à 1, K de J nous donne un autre nombre, mais K de J moins un nombre. K, c'est un tableau de nombres. K d'une position nous donne un nombre à la position. On est bien d'accord? Maintenant, chaque nombre qui se trouve dans le tableau K, nous, on doit vérifier si ces nombres-là sont premiers ou du moins si le nombre est premier ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Oui, si K, comment savoir si un nombre est premier? C'est ce qui se trouve ici, là. Regarde bien. Ça, là, si on veut savoir si un nombre est premier, on doit faire tout ça. C'est ce qu'on a dit. Mais non, lorsqu'on parcourt ce tableau ici, quand je fais K de J, c'est comme si c'était le nombre que nous, on avait. Et on doit chercher quoi? On doit chercher à savoir si K de J est premier. Regarde bien, si on voulait chercher à savoir si un nombre est premier, si le nombre, il faut savoir que le nombre chez nous, ici, c'est K de J. Comment savoir tout à l'heure si le nombre est premier? Voici l'algorithme que nous, on a fait. Pour savoir si un nombre est premier. On parcourt les diviseurs du nombre. On compte les diviseurs. Maintenant, si K de J, c'est lui qui devient le nombre, ça veut dire qu'il faut parcourir les diviseurs de K de J. Parce que chaque K de J est un nombre. C'est bon? Chaque cellule du tableau, vous allez rencontrer un nombre. Et si vous prenez un nombre dans une cellule du tableau, comment savoir s'il est premier? En parcourant de 1 jusqu'à ce nombre lui-même, en comptant les diviseurs. Et si on n'a que 2 diviseurs pour ce nombre, mais quand on dit parcourir de 1 jusqu'à ce nombre, le nombre c'est K de J. Comment parcourir de 1 jusqu'au K de J? C'est-à-dire que ce qui se trouve en bas là, c'est exactement ça qu'on doit faire ici. C'est bon, donc, mais il faut juste mettre le compteur d'abord à 0, faire une boucle avec un autre indice de parcours, comme ce qui se trouve en bas. On va dire I qui commence par 1, I inférieur ou est égal à quoi? K de J. C'est bon? Et puis on va dire I plus. Et qu'est-ce que nous on cherche ici? Les diviseurs de K de J. Parce que K de J moins le nombre. Et là, on va faire une condition. If K de J, mode I, exactement, est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? CPT++. Vous voyez que là, j'initialise là. C'est bon? Parce qu'on compte les diviseurs de plusieurs nombres. Donc, il faut, pour chaque nombre, initialiser d'abord le compteur à 0. Maintenant, suivez bien. Après, cette boucle-là, ça compte les diviseurs de K de J. Il faut sortir d'abord de la boucle de compteur des diviseurs et ensuite vérifier si
compteur des diviseurs est égal à 2, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est un nombre premier. Donc, je fais console.log, cocher, et là, je mets, voilà, comme ça, et je dis K de J est premier. Vous voyez l'algorithme qui se trouve en bas. Ça, c'était pour vérifier si un nombre est premier. Si on doit vérifier si plusieurs nombres sont premiers, il doit y avoir une boucle qui parcourt d'abord les nombres. C'est ça la première boucle là, qui parcourt chaque nombre. Et chaque nombre comprend, pour savoir s'il est premier, on écrit cet algorithme-là. On parcourt de 1 jusqu'au nombre lui-même. On compte ses diviseurs. Et si ces diviseurs vaut 2, ou du moins valent 2, on affiche. Voilà. Maintenant, revenons à ça. Si je fais ça, voici les nombres premiers du tableau. Dans le tableau, on a 3 qui est premier, on a 5 qui est premier également. Quelles sont les valeurs qui se trouvent dans le tableau? Voici le tableau. On va compléter le tableau. On va ajouter par exemple 11, on va ajouter par exemple 9 et je vais ajouter par exemple 7. Quelles sont les valeurs qui seront affichées selon vous? 3, 5, 3, 5, 7, 1, 11. Donc, ça veut dire 4 éléments. 3, 7, 11, 7. 3, 5, 11, 7. On est bien d'accord? Ces nombres-là sont bien des nombres premiers qui se trouvent dans le tableau. Maintenant, ces choses-là, juste avec un peu plus de pratique, vous allez bien mieux les connaître et les comprendre. C'est bon jusque-là? Bon, en fait, on a besoin de comprendre un petit peu plus, suivez bien, on a besoin de comprendre ça pour pouvoir faire maintenant des choses que nous, on attend en JavaScript. Tout ce qu'on est en train d'apprendre, ce n'est pas ce que nous, on veut apprendre en JavaScript. Mais si vous ne comprenez pas les tableaux, vous ne pouvez pas comprendre réellement ce qui va se passer vraiment en JavaScript. Parce que le JavaScript doit agir sur ce qu'on appelle du HTML. Sauf que tout ce que nous on fait, ça n'agit pas encore sur du HTML. C'est bon? Et lorsque vous allez récupérer des choses du HTML, on risque d'avoir beaucoup plus de tableaux. Et si vous ne comprenez pas les tableaux, ça va être difficile de manipuler les éléments du HTML qu'on appellera plus tard les éléments du DOM. Document, objet, modèle. C'est-à-dire que chaque fichier HTML, on appelle ça un document. Et lorsque on veut récupérer les éléments en JavaScript, on va passer par le document pour récupérer les données. Et les données, très souvent, sont des tableaux qu'on récupère et puis on peut les manipuler. C'est bon? Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle la notion des tableaux. Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon? C'est bon? Ok, si le tableau est bon, on va faire des exercices plus tard. Bon, du moins, on va faire des exercices après. Mais on va essayer de parler maintenant de ce qu'on appelle le DOM, ou bien la DOM, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut récupérer des éléments? Et il faut bien comprendre ça. Je vous ai dit, si vous ne comprenez pas la notion de tableau là, on va avoir un peu de soucis de l'autre côté. C'est bon, vous avez bien compris? Sûr de sûr. Ok, maintenant on va passer quand même un petit peu à des choses sérieuses. Maintenant, voici ce qui va suivre là. Alors, bon, suivez d'abord. Alors, regardez bien. Il faut bien lire le cours que je vous ai donné là. J'ai l'impression que vous ne lisez pas. Alors, normalement, si je mets ici un paragraphe, ici, regardez bien. Bonjour. Bonjour. Paragraphe. Paragraphe 1. Voilà. Bonjour, paragraphe 2.
Normalement, si je viens ici, n'est-ce pas que les données que vous êtes en train de voir ici, là, n'est-ce pas? Vous voyez les deux paragraphes ici, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on va commencer par les éléments de base. On va pas parler de tout en même temps. On va commencer juste par les éléments de base. Maintenant, je vais juste créer un autre fichier intro à ce qu'on appelle DOM. Voilà, .js. Bon, pour cela, je ne suis pas connecté. Est-ce qu'il y a une connexion ici? La connexion de Easy là, ça marche? C'est lequel? Celui-là ou bien celui-là? Je vais juste vous montrer une image pour que vous compreniez en fait. Pour que vous compreniez, quand je dis DOM là, c'est quoi? Normalement, ça se trouve sur mon ordinateur, mais je dois encore aller chercher ça sur mon disque là. Ah, ok. Maintenant, regardez bien. Ici, je fais juste une petite recherche. Google. Voilà les gars, suivez d'abord. Donc si je viens ici sur Google et que je tape DOM, on va voir une petite image qui va montrer un petit peu l'arborescence de ce qu'on appelle un document HTML lorsqu'on veut manipuler en JavaScript. Je vais vous montrer juste l'image du DOM. Voilà. Donc, c'est très bien. Je pense quelle image ici serait un peu plus simple. Voilà. Voilà. Bon, je pense que... Voilà, donc suivez bien. Voici comment est-ce que les choses vont fonctionner maintenant en JavaScript lorsqu'on veut manipuler ce qu'on appelle le DOM. DOM, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle le document HTML en tout cas. En tout cas, comment est-ce qu'on peut manipuler le document HTML? JavaScript nous met ce qu'on appelle un API qu'on appelle le DOM. Donc, il fait quoi? Il va prendre les objets
qui se trouvent là, les mettre dans un, du moins les choses HTML là, les mettre dans un document, et le document principal sera un objet JavaScript qui s'appellera document. Et lorsqu'on passe par ce document-là, on peut récupérer tout ce qu'on appelle des éléments HTML. Maintenant, il faut savoir comment faire pour récupérer les éléments. Et on va très souvent parler des choses que nous, on avait vues. Par exemple, nous, lorsqu'on faisait du CSS et qu'on devait récupérer des choses sur leur ID, on faisait quoi? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Si on faisait par exemple des classes et qu'on veut récupérer, on faisait quoi? Alors, on va voir comment ça doit se passer. Alors, donc ici, il y a ce qu'on appelle un objet qu'on appelle en JavaScript document. Document qui va regrouper un certain nombre de choses. Je vais juste faire par exemple un petit console.log. Il va afficher beaucoup de choses dans ce document. Console.log de document. Voilà. Je vais faire ça. Soyez très bien. Je vais lier. Il est où? New. Il s'appelle intro DOM. Bon, il y a beaucoup de choses dessus, beaucoup de choses dans le document. Donc, regardez bien si je duplique ici, il y a beaucoup de choses qui se trouvent ici dans le document. Donc, voici l'objet que j'ai affiché. Vous voyez là, il affiche ces informations. Et qu'est-ce que vous voyez là? Tout le contenu qui se trouve sur notre page HTML, se trouve ici, au niveau de ce qu'on appelle quoi? Au niveau de ce qu'on appelle la partie JavaScript. C'est bien. Ça, ce qui se trouve sur la console là, on est bien d'accord que c'est ce que j'ai fait ici, console.log. C'est bien. C'est ce que j'ai fait ici, console.log. Qu'est-ce que je dis? Console.log du document. Et console.log du document, vous voyez ce qu'il affiche, c'est cette structure-là, c'est-à-dire que c'est le document HTML qu'on récupère ici. Et comme on peut récupérer le document, tout ce qui se trouve sur notre page HTML, il faut savoir que tout ce qui se trouve là-bas se trouve dans l'objet document. Et donc, on pourra maintenant accéder à des éléments spécifiques. Par exemple, un élément, paragraphe là, ou bien ce paragraphe là, ainsi de suite, et les manipuler. Ok, maintenant, regardez bien ce qui se passe là. Si je fais document, et je vais mettre un petit peu les choses que je vais commenter là. Donc, il y a ce qu'on appelle, attention, il y a ce qu'on appelle document.getElement by, comme vous voyez, by ID, by name, by class name, by tag name, ainsi de suite. Maintenant, je vais utiliser by tag name. GetElement by tag name. Et ici, je vais mettre P. Regardez bien. Je vais mettre let mes P est égal. Et je vais afficher mes P. Voilà. Et regardez cette fois-ci ce qui se passe là. Ce qui se passe, c'est quoi? J'ai récupéré uniquement les deux paragraphes là. Regardez bien, ça, c'est le paragraphe 1 et le paragraphe 2. J'actualise un peu. Voilà. Vous voyez que là, il me dit que c'est un tableau de quoi? Un tableau de combien de P? De 2P. Pourquoi? Parce que j'ai deux paragraphes là-bas dans mon fichier HTML. Mais encore, regardez bien. Je vais ajouter deux autres paragraphes. Et vous allez voir ici, quand je parlais de tableau là, n'empêche qu'on peut sélectionner un élément spécifique. Suivez très bien. Donc si j'actualise ici, voici cette fois-ci, il me dit qu'il a une collection de 4P, un tableau de 4P. C'est bon? 4P. Voilà. Donc, regardez très bien et comprenez ce que je viens de faire là. Lorsque je fais .getElement by tag name, je vais commenter ça, permet de sélectionner sur le nom de quoi? De la balise. Quand on fait by tag name, suivez bien. .getElement by tag name permet de sélectionner sur le nom de la balise parce que j'écris directement le nom de la balise. Et quand on dit sélectionner une information sur le nom de la balise, ça s'applique sur plusieurs éléments, raison pour laquelle au résultat, on a un tableau. Maintenant, on va apprendre deux choses. On a sélectionné sur le nom de la balise. Je vais définir un ID ici, P2, et on va voir comment est-ce que je peux sélectionner par l'ID. Alors, regardez très bien ce qui se passe. Il y a un autre. Si je fais document.getElement by ID, ça nous permet de donner et de récupérer du moins ces éléments
à travers son ID. Et ici, j'ai défini un ID qui s'appelle P2. Cette fois-ci, là, je vais récupérer, voilà, ce P2. Et au lieu de dire mes P2, je vais appeler mon P. Parce que si je récupère par l'ID, c'est un seul P qui me sera retourné. Et cette fois-ci, si j'actualise, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est uniquement le paragraphe qui a ce qu'on appelle l'ID P2 que j'arrive à récupérer. Donc, il sera très important de savoir comment est-ce qu'on peut, depuis le JavaScript, attaquer ce qu'on appelle le contenu HTML. Alors, pour cela, on a cet objet-là qu'on appelle document, qui va regrouper le document HTML, c'est-à-dire tout le contenu de notre page HTML, en sorte que si on passe par ce document, point, on peut récupérer des données, que ce soit pour afficher ici en JavaScript ou bien pour modifier même ces données. On est bien d'accord? Mais c'est comme ça que nous, on va faire pour pouvoir attaquer ce qu'on appelle le contenu HTML. Et ça, on appelle ça un API de JavaScript qui permet de pouvoir modifier ce qu'on appelle un document HTML. C'est bon? Et maintenant, il y a plusieurs méthodes. Donc, ici, getElementById permet de sélectionner sur son ID. On va juste voir juste ces deux-là. Les autres, on verra ça plus tard. Mais voici comment est-ce que maintenant le vrai JavaScript va commencer. Donc, il doit avoir ce qu'on appelle, suivez bien, il doit y avoir ce qu'on appelle un contenu HTML lié à notre fichier JavaScript et que dans le fichier JavaScript, on va passer par le document. Maintenant, il y a des gens qui vont passer par Windows.document, mais avec les nouvelles versions de JavaScript, on n'est pas obligé de passer par Windows, mais on écrit directement document et puis on a accès à ce qu'on appelle le contenu de notre fichier HTML. Et voilà. Maintenant, lorsqu'on fait ces choses-là, regardez bien, on va voir qu'il y a deux choses qu'on va utiliser si on veut ajouter ou bien si on veut récupérer. Ça, c'est qui ça? Alors, suivez très bien. Si je fais ça et que je récupère ça, regardez bien. Si je fais mon p.inert.html, .inert.html, on va voir c'est quoi le inert.html là. Et puis, si je fais mon p.inert.text, .inert.text, on va essayer de comprendre ces deux fonctions qui se trouvent sur tous les éléments HTML qu'on peut récupérer. On va voir, donc je vais prendre ça, je vais commenter inner HTML ici, je vais prendre ça, inner text. Ce sont des choses là qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, maintenant on va juste faire le test, regardez bien. Si je fais ça et je fais .inner HTML, je dis changement de mon texte. Regardez très bien ce qui se passe. Alors, regardez bien là, normalement, c'est ça notre code qui se trouve dans le HTML. Si j'actualise, ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que le changement de texte se trouve quelque part. Mais maintenant, où? Se trouve dans la partie HTML qui se trouve ici, là. Regardez très bien. Là, j'ai récupéré un élément de notre fichier HTML, de notre document HTML. Quel élément? Ce paragraphe-là. Et donc, si je récupère un élément HTML, si je fais .inert HTML, c'est pour changer le contenu. Si je fais .inert text, c'est pour changer du contenu. Mais les deux là, ils ont un petit peu une différence. Et on verra que inert.html va accepter des balises HTML, tandis que inert text n'aura pas à interpréter ce qu'on appelle des balises HTML. Donc, voici comment est-ce qu'on peut récupérer et modifier un contenu HTML. Ici, j'ai récupéré le paragraphe et j'ai changé le contenu par ce texte que vous voyez là. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que j'aurais pu aussi faire ça comme ça. Et je mets ici une balise B, c'est comme si je faisais du HTML. Et je mets comme ça B. Et avec init HTML, vous allez voir que le texte sera mis tout simplement en gras. Voilà. Vous voyez que le texte a été interprété, mis en gras. Ça, c'est le principe du init. Oui? Oui. On peut changer tout absolument. On peut faire du style ici. Parce que le JavaScript, il est là pour pouvoir faire que notre page soit dynamique.
On est bien d'accord? Donc non seulement il peut modifier comme tu le vois, mais il peut modifier aussi ce qu'on appelle le style. Il nous propose quelque chose qui nous permet d'accéder à ce qu'on appelle la partie CSS aussi. C'est bon? Maintenant, donc ici, regardez très bien, je vais vous montrer tout simplement la différence entre les deux, c'est-à-dire init HTML et le init texte là. Maintenant, je vais ajouter juste un nouveau ID sur le premier paragraphe. Je vais sélectionner ce P là. Je vais vous montrer un petit peu la différence entre init HTML et init text. Et on va travailler juste dessus pour rentrer. On va essayer de comprendre juste ces informations que je vais vous montrer là. Alors, donc, mon P, au lieu de mon P, je vais dire mon P2. Mon P2, je n'ai pas besoin de faire le console.log. Après, je vais faire ici let mon P1 est égal document. Si je vais récupérer par l'ID, je fais .getElement by ID. Et qu'est-ce que je précise? Le nom de l'ID, P1. Si je vais changer le contenu, je vais utiliser la variable qui reçoit l'élément HTML. Et là, je peux utiliser init text ou bien init HTML. Maintenant, je vais faire init text et je vais faire la même chose. Ça là, je vais copier et coller. Et vous allez remarquer la différence. Regardez très bien. Ici, je vais dire changement de mon texte avec init HTML. Ici, avec init text. Vous allez remarquer très vite ce qui se passe. Allez, regardez très bien. Qu'est-ce que vous remarquez avec init text et init HTML? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Voilà, la balise B ici, avec init text, qu'est-ce qui se passe? N'est pas interprété. Voilà, on est bien d'accord? N'est pas compris comme du HTML. On est bien d'accord? C'est comme si c'était juste simple texte et il va afficher la balise. On est bien d'accord? Tandis que init HTML, quand vous utilisez un document, vous récupérez du moins un élément et que vous utilisez init HTML. Si vous lui envoyez du HTML, il va l'interpréter. C'est bon? Regardez bien, j'ai envoyé exactement les deux mêmes informations. Ici, j'ai dit la balise B et j'ai mis du texte à l'intérieur. Ici, j'ai mis la balise B, j'ai mis du texte à l'intérieur. Ici, ce texte-là a été compris dans le sens où ça devait être mis en gras avec init HTML. Mais ici, ce texte n'a pas été compris comme si ça devait être mis en gras. Il va dire tout ce que j'écris là, je dois l'afficher tout simplement sous forme de texte. Et donc, voici comment il affiche maintenant ici ce résultat-là. Mais ces deux méthodes-là sont des méthodes vraiment que nous, on va utiliser pour modifier les informations qui vont se trouver ici. Et donc, ce sont les trois choses que nous, on va apprendre aujourd'hui. Comment on peut récupérer des éléments avec tag name, avec getElement by ID. Comment est-ce qu'on peut modifier maintenant les éléments en passant par le init HTML et en passant par le init text. Voilà, maintenant on va encore refaire ce que je suis en train de dire là. On va aller créer un ID ici et on va voir comment, étape par étape, tout ce que j'ai fait là pour modifier ce paragraphe là. Je vais mettre ID, paragraphe, je mets para. Alors, je suis bien. Je vais de créer ce qu'on appelle ici. Je vais de créer ce qu'on appelle, tu dis? Donc, suivez bien. Je dis ici, je crée ce qu'on appelle un paragraphe. Sur ce qu'on appelle ce quatrième paragraphe. Maintenant, je veux récupérer cet élément au niveau de ce qu'on appelle, suivez bien, au niveau de ce qu'on appelle ma partie JavaScript ici. Si je veux récupérer l'élément, suivez bien, c'est un P. Si je veux récupérer l'élément, si je fais par P, il va me retourner tous ces éléments-là. Si je veux récupérer un seul élément, alors je vais utiliser une méthode bien spécifique sur le document qu'on appelle getElement par l'ID. On est bien d'accord? GetElement by ID permet de sélectionner l'élément sur son ID. On verra les classes name plus tard, mais c'est ce que nous on va utiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux récupérer et mettre dans une variable, tout comme je ne suis pas obligé. Mais là, je vais faire ça. Para est égal document.getElement by ID. Et ce que je vais mettre ici, c'est le nom de l'ID que j'ai mis ici. Je l'ai dit para. Voilà. Maintenant, une fois que je récupère ça, supposons que je vais ajouter salut. Je vais changer le texte. Parce que le paragraphe 4, voici le paragraphe 4 qui est là. Il est là. Je vais changer ce texte-là
et mettre le mot salut. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Une fois que je récupère l'élément là, je dois modifier maintenant le contenu de l'élément. Avec quelle méthode? Soit init HTML, soit je peux utiliser init text. Maintenant, donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser cette variable là, para, et je vais faire point, et j'aurai accès à maintenant soit init text ou bien init HTML. Maintenant, si je fais init text, je dis comme ça, salut, comme juste un message. Comme ça, vous allez voir que ici, le message sera tout simplement changé. Au lieu de paragraphe, j'ai maintenant salut. C'est bon? Et maintenant, j'aurais pu changer ça. Au lieu de mettre init text, de mettre ici inert HTML. Mais c'est la même chose. C'est bon? Init text, init HTML, ils vont faire à peu près la même chose. À exception près. Ce que vous voyez ici là. Si j'envoie à init HTML une balise, il va l'interpréter lors de l'affichage. Si j'envoie à un init text, la balise sera affichée. Ça ne sera pas compris comme de HTML, mais ça sera comme si c'est un simple texte qui sera affiché. C'est bon? Maintenant, pour bien comprendre ça, voici ce que j'ai dit. Supposons que ce deuxième paragraphe-là, je vais l'afficher sous forme d'un H1. Regardez bien avec init text. Si je mets init text et que je mets salut entre H1, regardez bien ce qui se passe. Je mets salut H1. Voici ce qui se passe. Avec init text, je verrai la balise H1. C'est bon? Il ne va pas interpréter le H1 comme si c'était du HTML parce que je suis en train d'utiliser init text pour modifier le contenu de l'élément. Maintenant, ce qui va se passer, c'est-à-dire si je change init text par init HTML, c'est bon? Si je viens ici, vous allez voir, au lieu qu'il affiche H1, il va mettre le salut sous forme d'un texte mis en titre numéro 1. Et regardez bien comment il définit le salut. Automatiquement, il le comprend, mais avec comme si c'était du HTML. Donc, c'est ça la grande différence entre le init HTML et le init text. C'est bon? Même si les deux vont modifier le document, mais comment init HTML va modifier le document en interprétant le HTML qui se trouve. Par contre, init text va prendre les choses sous forme de texte brut. Voici les deux choses et les trois choses que je voulais qu'on puisse bien comprendre. Et après, vous allez faire pas mal d'exercices. Et c'est ça le début du JavaScript. Alors, jusque-là, posez-moi des questions parce que ce sont les choses que nous, on avait prévues pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Les gars, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, alors je dis quelque chose ici et vous allez me dire exactement comment je peux faire pour faire la chose. Alors, c'est bon? Maintenant, regardez très bien. Si vous avez bien compris ce que je viens de dire là, voici ce que je vais faire. Je vais mettre en place ce qu'on appelle ici, ce que vous allez voir ici, ça va être, je vais mettre en place, on a déjà utilisé PPP. Suivez d'abord. Suivez d'abord. Je vais mettre en place ici un élément que je vais appeler, si ce n'est pas P pour définir un paragraphe, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le texte? Div. Bon, supposons qu'on met ici une div, mais une div n'est pas prévue pour utiliser des textes. Hein. Bon, H1, ça va mettre des textes en gras. Mais bon, t'inquiète pas. Je vais mettre ici bonjour. Je vais mettre ici un ID. Je vais mettre ici un ID. Je vais mettre div 1. Ok, donc supposons que moi, regarde très bien. D'abord, ça va s'afficher comme ce que vous voyez ici. Div 1, un simple texte, bonjour, on est bien d'accord? Bonjour, si je veux même, je vais mettre ici bonjour, div 1. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que il est affiché comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que depuis le JavaScript, je change le contenu de ce bonjour div. Je vais dire, par exemple, nouvelle rentrée. Mais je veux que nouvelle rentrée soit affichée en rouge. Alors, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. C'est bon? Mais vous allez comprendre que c'est très simple. Avant de parler même de rouge, là, je vais le mettre sous forme d'un texte mis en gras.
On est bien d'accord? Je vais changer le texte bonjour div là, depuis le JavaScript, ajouter un texte nouvelle rentrée. Je mets d'abord en gras. Et si on met en gras, on saura comment mettre en rouge. Très facilement. Ok, maintenant dites-moi étape par étape comment je peux faire pour pouvoir changer ce texte-là en JavaScript. Déjà, vous voyez ce qui se passe là. C'est bon, on passe dans le JavaScript. Je vais mettre ça ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici selon vous? Je vais mettre, il faut d'abord récupérer l'élément. Et pour récupérer l'élément, il faut passer par le document. Point, get élément. On est bien d'accord? Et on peut récupérer l'élément soit sur n'importe quoi, mais on peut récupérer ici, on veut récupérer sur l'ID. C'est bon? Il y a plusieurs manières. On peut récupérer sur une classe, sur le nom de la balise, sur l'ID, ainsi de suite. Mais ici, on va récupérer sur son ID. C'est bon? Ok. Donc, get element by ID. Et là, vous mettez double quote et vous écrivez le nom de l'identifiant que vous avez défini sur l'élément. Ici, j'ai défini l'ID div1. Donc, si je fais get element by ID, je donne ce nom, le nom de l'identifiant là. C'est bon? Maintenant, ça va nous retourner un objet HTML. Je peux récupérer ça dans une variable, tout comme je ne suis pas obligé. Mais on va d'abord commencer par des choses plus simples. Je vais récupérer ça dans une variable, je vais mettre comme ça, let div est égal. Donc, je récupère ça dans une variable que j'appelle div. C'est bon? Maintenant, comment je vais changer maintenant le contenu? Après avoir récupéré l'élément, comment je vais changer le contenu pour mettre nouvelle rentrée? Je vais mettre div. Il faut savoir que ce div là, c'est la variable que je mets ici. Si je mets dit, ça serait dit. On est bien d'accord? Parce que c'est la variable là qui reçoit l'objet HTML que je récupère. C'est bon? Donc si c'est div, ici je mets div. C'est le nom de la variable. Et je vais dire div. Point, pour les objets HTML, je vais dire div. Point. Si je mets init text comme ça, on va mettre nouvelle rentrée. Nouvelle rentrée. Il n'y aura aucun souci. Comme avec init HTML, init text, ça permet de faire à peu près la même chose. Donc, nouvelle rentrée est là. Maintenant, sauf que j'ai dit que nouvelle rentrée devait être mise en gras. Et plus tard, la couleur devait être changée en rouge. Donc, ici, c'est-à-dire, qu'est-ce qui doit se passer si ça doit être mis en gras? Qu'est-ce qui doit se passer? C'est moi. C'est moi. Qu'est-ce qui doit se passer? Si je dois mettre ça en gras, le texte nouvelle rentrée, qu'est-ce que je fais? On peut mettre le texte entre une balise B, on est d'accord? Donc, si je mets ici la balise B, chevron B comme ça, voilà. Maintenant, si je viens ici, ce que vous allez voir, c'est quoi? Vous allez voir ici B, nouvelle rentrée B. Exactement, je l'ai fait à l'intérieur des doubles quotes. Non, 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 il ne faut pas mettre à l'extérieur des doubles quotes. Tu vois ici, quand je fais mes choses là, les balises sont à l'intérieur des doubles quotes. Il faut savoir qu'on est dans le fichier JavaScript. On ne peut pas écrire directement du HTML. On est bien d'accord? Donc, on peut interpréter du HTML entre double quotes. Comme ce que je vois ici, H1 qui est mis comme ça entre double quotes. Un fichier .js ne peut avoir que des instructions directement JavaScript. C'est bon? Ici, nous, on interprète quand même le HTML directement comme ça. C'est bon? Maintenant, ici, on voit le B qui s'affiche là, mais pas le texte qui est mis en gras. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas faire en sorte que ça soit vraiment mis en gras? Voilà. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle maintenant la différence entre le init text et le init HTML. On est bien d'accord? Si je garde init text, je n'aurai pas le résultat que j'attends. Donc, il faudrait que je change par init HTML. C'est bon? Et donc, si je fais init HTML, ce qui se passe, c'est que le texte est mis en gras. C'est bon? Maintenant, l'histoire, c'était de changer la couleur et mettre en rouge. Donc, si je peux faire ça, comment je peux changer la couleur et mettre en rouge selon vous? Selon votre connaissance, votre compréhension. Comment je peux changer la couleur en rouge? Oui, bon, pas des choses qu'on n'a pas encore vues.
mais selon vous, en fonction des choses qu'on avait déjà vues. Ici, qu'est-ce que je peux faire pour changer la couleur en rouge? Bon, simplement pour l'instant, on ne va pas parler des choses que pour le moment on ne va pas, les gens ne vont pas comprendre, mais on aurait pu écrire ici. Si on a pu écrire ce qu'on appelle les balises ici, et que les balises sont interprétées, c'est que je peux utiliser style. On est d'accord? Et ici, je peux mettre color, deux points, et je mets, c'est que je peux faire ça. Et regardez bien, ça sera interprété naturellement. Et je vois ici la couleur est mise en rouge. On est bien d'accord? Même si plus tard on verra qu'il y a une autre manière de changer le style depuis ce qu'on appelle le JavaScript. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre facilement. Si on peut écrire du HTML comme ça et interpréter ça directement dans le init HTML, on peut aussi ajouter dessus ce qu'on appelle du style. Tout comme on pouvait aussi ajouter des classes CSS directement. On est bien d'accord? Mais plus tard, on verra maintenant comment est-ce que je pouvais changer le style. Par exemple, en passant par div.style, comme ça, pour changer ce qu'on appelle la mise en forme CSS. Plus tard, c'est comme ça qu'on va changer directement le style CSS, en passant par cet objet style. Mais regardez bien, c'est comme ça que maintenant, le JavaScript va fonctionner. On va maintenant manipuler ces objets-là. Quand on dit les objets qui viennent du DOM, document object model. Et comment on manipule en passant par celui-là, le principal document, point, pour accéder maintenant à tout ce qui se trouve sur notre page HTML. Et on peut récupérer n'importe quel élément, faire n'importe quel traitement et plus tard déclencher des événements. Par exemple, lorsqu'on amène le curseur, si on clique sur un bouton, on peut faire des traitements. Mais on n'est pas encore là-bas. Pour l'instant, il faut d'abord qu'on s'habitue à récupérer des données, transformer les éléments, modifier l'apparence, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est bon? Une dernière chose, on n'est pas encore prêt pour rentrer. On n'est pas encore prêt pour rentrer. On n'est pas encore prêt. Karel, on n'est pas encore prêt pour rentrer. Un dernier exemple. Si vous trouvez, vous rentrez. Si vous ne trouvez pas, on reste encore ici pour un troisième exemple. Oui. On est obligé maintenant de se sacrifier. Parce que l'histoire, c'est quoi? Vous devez bien comprendre les choses. C'est bon? Et qu'est-ce qui se passe? On va devoir faire plus d'exemples, plus d'exercices pour que vous compreniez au mieux les choses. Parce que je vais vous envoyer un TP. Alors donc, suivez bien. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est quoi? C'est ça. Regardez très bien. Je vais mettre un paragraphe là. Je vais mettre un paragraphe là. Je vais mettre bonjour. Et là, je vais mettre ID. Et vous allez comprendre, hein, ce n'est pas quelque chose de très compliqué que je veux dire. Regardez très bien ce que je vais. Suivez, boy, suivez. Je vais mettre ici mon para. Alors, l'histoire, c'est quoi? Suivez bien. L'histoire, c'est que depuis le JavaScript, suivez bien. Suivez bien. Depuis le JavaScript, je veux prendre cet élément-là. Suivez bien. Je vais prendre cet élément sur le bonjour. Suivez bien. Sur le bonjour, je vais ajouter mon nom. Comme par exemple, je vais dire bonjour, Monsieur Stéphanos, ou bien bonjour, Falou, ou bien bonjour, par exemple, Aïcha, ou bien bonjour, quelque chose. C'est bon? Le mot ici principal, le mot qui se trouve dans le P, c'est le bonjour. Donc, ce que je veux, c'est de prendre ce bonjour et ajouter mon nom, ou bien votre nom si vous voulez, et puis afficher dans le même paragraphe là. Je n'ai pas dit d'écrire bonjour, j'ai dit de prendre ce bonjour qui se trouve là et d'ajouter en plus mon nom. Si vous voulez, après, si on veut modifier la mise en forme, on sait déjà comment modifier la mise en forme. C'est bon? Maintenant, comment je dois faire pour pouvoir faire ce que je suis en train de dire là? Alors, je reviens ici. Il faut prendre d'abord ce ID là pour ne pas oublier. Je viens ici. Alors, d'abord, je vais actualiser ma page. Le bonjour devrait se trouver ici en bas. C'est bon. Ok, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire?
récupérer l'élément, n'est-ce pas? Let, je peux dire P, moi, document.get element by ID. Et là, je vais mettre sur l'ID. Là, je vais sélectionner l'élément. C'est bon? Maintenant, l'histoire, c'est que tout à l'heure, quand je fais ça, ça va changer le contenu qui se trouvait là. Suivez bien. Regardez. Sur ce HTML, paragraphe 1, c'était bonjour, paragraphe 1. Quand je récupère ici, je change directement par bonjour, non, changement de mon texte inert text. Et ici, c'est uniquement le texte que je vois ici, changement de mon texte inert HTML ou bien inert text qui s'affiche, mais pas le bonjour paragraphe 1 qui se trouvait avant dans la balise. Cette fois-ci, je veux d'abord le texte qui se trouvait avant dans la balise, plus maintenant un autre texte comme par exemple mon nom. Ok, maintenant, vous avez compris. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? P.inert, que ce soit texte ou bien HTML, de préférence on peut utiliser par exemple pour l'instant HTML. Je vais dire moi double côte. Oui, sauf que le bonjour là, tu vas l'écrire toi-même. Maintenant, moi, je ne veux pas écrire le bonjour, je veux que ce soit le bonjour qui se trouvait sur la page là-bas, qui se trouve dans le paragraphe là. Hein, c'est pas le dollar. Déjà, quand je fais let P et que je récupère l'élément là, il faut savoir que le paragraphe avec son contenu se trouve dans P. Raison pour laquelle je peux modifier même le contenu par .init HTML. On est bien d'accord? Maintenant, comment récupérer d'abord le contenu actuel et ensuite ajouter quelque chose? Parce que regardez bien, si je dis ici Mr. Tal, comme ça, par exemple là, ce qui se passe, c'est que, regardez bien, si j'actualise, ce que je vois, c'est juste Mr. Tal, mais il n'y a pas le bonjour. Et non, l'histoire, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas d'écrire bonjour, mais de prendre le bonjour comment on appelle ça là, de notre paragraphe là, de prendre ce bonjour et ensuite ajouter le nom dessus. On fait comment? Source. Et pourtant, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Non, c'est même pas ça. Pas forcément ça, oui. Non, même pas. En fait, ça c'est quoi? C'est quoi P.inert HTML? C'est quoi? Non, c'est quoi d'abord? C'est pour faire quoi? C'est pour modifier, non? Mais surtout, ça veut dire que c'est le contenu du P. Le init HTML, c'est le contenu du P. C'est le contenu. C'est comme une variable, c'est bien. Par exemple, si vous dites somme reçoit 3, est-ce que vous ajoutez 3 à la somme? Comprenez ce que je suis en train de dire là? Si vous dites somme est égal 3, qu'est-ce qui se passe? 3 va d'abord supprimer ce qui se trouve exactement déjà dans la somme. C'est ce que je suis en train de dire. P.init.html est égal Mr. Tal, ça veut dire que je change le contenu, je supprime le contenu et je remplace par Mr. Tal. Mais moi, ce que je veux, c'est ajouter sur le contenu, c'est-à-dire sur le bonjour, ajouter Mr. Tal. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, voyons voir. Plus est égal. Regardez juste ce qui se passe. Plus est égal. Alors, vous voyez ce qui se passe. Et pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez même pas compris. Quand je prends l'exemple de somme. On est bien d'accord? C'est très bien. Je fais CTRL-Z. C'est pas pour rien que je parle de somme là. J'ai dit P.init là, ça permet de toucher le contenu, n'est-ce pas? Maintenant, si je dis le contenu reçoit directement, c'est-à-dire que la nouvelle information vient supprimer ce qui se trouvait. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? On doit d'abord prendre ça, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'instant T dans le contenu,
et puis dire plus. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, plus est égal là. On a dit plus et puis la nouvelle information. C'est bon? Donc P.init, c'est d'abord, on peut récupérer l'élément comme ça. Mais tout comme on peut juste modifier. C'est bon? Donc, je vais mettre un peu d'espace là. Et si je fais comme ça, vous allez voir, bonjour, monsieur Tal. Bon, vous n'avez pas trouvé de... Vous n'avez pas trouvé. C'est l'explication qui était compliquée. Bon, après, je vais vous envoyer des exercices et puis après, le samedi, on va travailler un peu dessus.